Il a presque le même âge et le même nombre d'enfants que Mick Jagger. Il est comme lui une rockstar, mais de la politique, fascinant ses fans, captivant ses détracteurs. Je veux bien entendu parler de Donald Trump, le personnage américain le plus populaire depuis Mickey Mouse, dont il est en quelque sorte l'anti-héros. Répulsif ou admirable, pas un jour aussi ici sans qu'on parle de lui, de ses frasques, de la peur, de ces petits clones aussi qui l'inspirent, des baby Trump qui voient le jour un peu partout, copiant le verbe et copiant le style. Donald Trump a d'une certaine manière refondé notre rapport à la politique et aux États-Unis. Eh bien, son destin semble à nouveau scellé. Candidat incontesté pour les Républicains, les sondages le donnent favori face au sortant Joe Biden. Donald Trump pourrait donc bien être le prochain président des États-Unis. La Cour suprême vient d'ailleurs de décréter son éligibilité. Mais pourquoi lui ? Qu'est-ce qui pourrait encore l'en empêcher ? Est-ce qu'on doit vraiment en avoir peur ? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et le plaisir de recevoir autour de cette table et en duplex de Paris, Nicole Bacharan, malheureusement pour nous retenue à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Évidemment, Super Tuesday oblige. Nicole Bacharan, vous êtes politologue et historienne, grande spécialiste des États-Unis. Vous êtes romancière aussi. On ne représentera jamais assez votre dernier livre, La plus résistante de toutes, consacré à votre mère, qui a eu le prix Simone Veil notamment. Et il y a évidemment un lien avec l'émission d'aujourd'hui, puisque c'est votre mère qui vous a inoculé le virus de l'Amérique, d'une certaine idée de l'Amérique qui incarne la démocratie et débarquait en 1944 en Normandie. Édouard Patrick Flaherty, vous êtes l'ancien président des Républicains américains en Suisse, un grand supporter de Donald Trump, vous devez être comblé aujourd'hui. Vous êtes d'ailleurs toujours leur conseiller juridique aux Républicains de Suisse, vous êtes avocat d'ailleurs, habilité notamment auprès de la Cour suprême américaine. Richard Verly, toujours un plaisir de vous retrouver. Vous êtes correspondant international pour le journal Blick, chargé de la France et des questions européennes, normalement basé à Paris, mais exceptionnellement et gracieusement parmi nous. Alexandre Chevalier, même plaisir de vous retrouver. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de l'UDC Genève. Et enfin, Philippe Val, notre invité permanent, notre cher Philippe, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Bienvenue à toutes et tous. Ce soir, Nicole Bacharan, cette question, évidemment, la première est pour vous. Cette nuit aux États-Unis, c'était le Super Tuesday, un moment clé dans la course à la présidence américaine. 15 États et un territoire qui se prononçaient en même temps sur leurs candidats. Et sans surprise, c'est Donald Trump qui a fait le plein chez lui, chez les Républicains. Il sera candidat face à Joe Biden. Comme je l'ai dit, les sondages le donnent déjà gagnant. Est-ce que l'élection à ce jour est pliée ? Est-ce que Donald Trump sera le prochain président des États-Unis ? Alors là, il n'y a vraiment aucune certitude là-dessus. C'est tout à fait juste de souligner que les primaires sont un triomphe pour Donald Trump, même si la participation n'est pas considérable. En tout cas, il a gagné pratiquement toutes les primaires, tous les caucus. Il lui en manque que 2 et ça ne sont pas des États où beaucoup de monde a voté. Donc, triomphe aujourd'hui aux primaires. Il sera le candidat républicain au mois de novembre. Maintenant, le mois de novembre, c'est loin. Il peut se passer beaucoup de choses et dans le parcours de Trump et dans le parcours de Joe Biden, dont on sait que lui aussi sera le candidat démocrate. Il peut se passer beaucoup de choses au niveau de l'économie, de la politique intérieure et évidemment de la politique internationale. Donc les sondages aujourd'hui donnent une avance à Trump et je pense qu'il y a une espèce d'effet de vent en poupe à travers cette marche royale, dirons-nous, à travers les primaires. Mais on s'attend finalement à ce que l'élection soit vraiment serrée, comme ça a été le cas à plusieurs reprises au cours des cycles électoraux du passé. Donc non, l'élection n'est pas pliée, mais le nom des candidats est connu. Édouard Flaherty, bon, pour vous, ça doit être un triomphe. Nikki Haley vient de renoncer d'ailleurs à poursuivre dans cette course. Elle n'aurait pas fait une bonne présidente, Nikki Haley ? Pourquoi avoir été si méchant avec elle ? Je parle au nom de l'électorat républicain. À mon avis, non, parce qu'elle est néoconservative, elle veut faire les gars de gauche, elle est aussi le candidat de l'établissement, les élites. Et je crois, entre Biden et Haley, oui, je veux préférer Haley, mais pas entre Trump et Haley. Ouais.
Mais c'est surprenant, parce que est-ce qu'on aurait pensé il y a quelques années que justement le parti républicain aujourd'hui serait majoritairement justement trumpiste. Il y a même un sondage du New York Times qui est paru ce week-end qui montre que 10% de l'électorat de Joe Biden serait aujourd'hui amené à voter Donald Trump. C'est quelque chose de stupéfiant. Il y a d'abord le pouvoir d'attraction du vainqueur ou de celui qui pourrait gagner. Ça, c'est vrai dans toutes les démocraties. À partir du moment où vous avez une figure qui s'impose, et Donald Trump sait s'imposer de la manière la plus formidable et la plus brutale possible. Donc oui, le Parti républicain est derrière Trump parce tous ses élus, tous ses militants pensent que ce sera lui le gagnant. Et n'imaginez pas, je parle sous votre contrôle, que quelqu'un d'autre puisse véritablement le défier. Après, il y a quand même une autre question qui se pose, c'est la mainmise de Donald Trump sur le Parti républicain. Si je ne me trompe pas, sa fille en est maintenant la coprésidente. Et ça, à mon avis, ça pose problème. Parce que pour un candidat qui a dénoncé l'establishment et les familles politiques, notamment la famille Clinton, eh bien maintenant, il y a la famille Trump qui tient le Parti républicain. Très franchement, ce n'est pas très différent. On va demander à notre experte, juste avant de vous laisser la parole, Nicole Bacharan, existe-t-il une alternative de droite autre que justement Donald Trump aujourd'hui aux États-Unis où tout le parti justement de la grande droite, puisqu'on rappelle pour nos spectateurs qu'il y a deux partis aux États-Unis et que l'un des deux est effectivement entièrement ou paraît entièrement dévoué à Donald Trump? Non, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'alternative et le parti qui était celui de Ronald Reagan, c'est-à-dire un parti conservateur mais relativement mainstream en quelque sorte, est vraiment devenu le parti de Donald Trump. On a vu aussi beaucoup de démissions, beaucoup de renoncements à la vie politique chez des élus, disons, républicains traditionnels, tant au Sénat qu'à la Chambre, qui ne se représentent pas, qui abandonnent la vie politique parce que celle-ci est devenue beaucoup trop brutale et que les tactiques de Donald Trump pour mettre au pas les élus qui, à son sens, doivent le soutenir ou pour éliminer, d'abord par l'arme du ridicule, très souvent, les rivaux dont il ne veut pas, eh bien, écoutez, beaucoup d'hommes et de femmes politiques ne veulent plus être confrontés à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas aux États-Unis un électorat conservateur traditionnel et qui n'apprécie pas les méthodes de Trump. C'était un peu le pari de Nikki Haley. Ces électeurs-là, ils n'ont pas disparu. Et c'est vrai que Donald Trump a un socle de fidèles très solide qui s'élargit, comme ça a été très bien dit en ce moment, parce qu'on a toujours envie, semble-t-il, de sauter dans le wagon du vainqueur plutôt que du potentiel vaincu. Mais vous avez beaucoup de conservateurs qui aimeraient une alternative à Donald Trump, qui le trouvent beaucoup trop populiste, beaucoup trop démagogue, et qui aimeraient simplement une politique libérale et conservatrice, et qui ne voteront peut-être pas finalement Donald Trump au mois de novembre. Alexandre Chevalier, qu'est-ce qui passionne tant chez Donald Trump? Probablement le fait d'avoir libéré une certaine parole. C'est celui qui était l'anti-MeToo, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, dans la parole politique. Il a libéré la parole, mais vraiment pour pouvoir dire ce qu'on veut, quand on le veut, comment on le veut, sans limite. Vous avez quelqu'un qui, tout d'un coup, prend le pouvoir de la première puissance mondiale et qui dit des mots très très simples. Il parle avec un langage simple, il dit des mots qui sont compréhensibles par tous, il dit même des mots, des gros mots. La vulgarité, elle s'introduit du coup dans la classe politique et dans le milieu politique et dans le milieu de Washington. Ils n'étaient pas du tout habitués à ça. Et quand vous voyez les autres compétiteurs qu'a eu Trump dans le passé, je pense à Ted Cruz, au Texas, je pense à Marco Rubio en Floride, ou à Liz Cheney, qui était la fille du vice-président Cheney, qui représentait un autre parti républicain sous l'ère des Bush, père et fils. On voit bien qu'il a liquidé d'une part la concurrence, mais que d'autre, il a permis, de sortir de l'élite la vie politique américaine, et il a donné un peu cette espèce d'espoir que finalement n'importe qui au mérite pourrait devenir président. Alors que c'est totalement faux, parce qu'on est face à quelqu'un qui est une star de la télé, de la télé-réalité. Il en fait partie, cette élite. Bien sûr qu'il en fait partie, qu'il l'a travaillé. C'est un héritier d'abord, Donald Trump, il ne faut pas oublier, c'est un héritier sur les questions de real estate et de biens immobiliers qu'il a développé. Donc c'est un milliardaire qui fait croire en fait que n'importe qui dans le peuple est à la mesure de la conquête du pouvoir. Et c'est ça qu'il a libéré. C'est ça qui le rend fort. Philippe Ball, est-ce qu'il faut être un peu sale aujourd'hui pour réussir en politique ? Je ne crois pas, mais d'une certaine façon, l'environnement médiatique, les réseaux sociaux font que oui.
parce que c'est ce qu'il y a de plus sale qui marche le mieux. Mais il est arrivé finalement au parti sans remonter à Abraham Lincoln, mais à Donald Reagan, comme dit Nicole. Qu'est-ce qui est arrivé à ce parti politique où il y avait des élites conservatrices, mais des élites, c'est-à-dire des gens qui tenaient à des principes conservateurs, mais des principes. Il est arrivé en gros, je vais oser une symétrie un peu osée, mais il est arrivé à la droite américaine avec Trump, ce qui est arrivé à la gauche française avec Mélenchon. C'est-à-dire qu'il y a eu une aspiration par la grossièreté et la bêtise, qui a fait une espèce de méthode Karman, qui a aspiré l'intelligence, qui a aspiré l'honnêteté, qui a aspiré les valeurs conservatrices, les valeurs patrimoniales de l'Amérique ont été aspirées par cette personnalité baroque. Alors, quant à savoir s'il va gagner les élections, il y a un point, moi, qui me fait douter. Et ce point, c'est les femmes. Je pense que les femmes vont avoir beaucoup de mal, parce que même des femmes qui sont de droite et qui, dans la vie courante, ne vont pas dire publiquement qu'elles sont pour l'avortement, mais qui ont déjà 6 enfants et puis qu'on attend un 7e, peut-être que dans le secret de l'isoloir, elles ne vont pas voter Trump. Parce que je pense qu'il a fait du mal, vraiment, il a touché quelque chose de très sensible aux États-Unis, c'est ce droit des femmes à l'interruption de grossesse. Et je pense qu'il va perdre beaucoup de voix avec ça. Et c'est peut-être ça le paramètre qui fera qu'il ne sera pas élu. Question. Justement, le Trump un peu dark, qui cite Mein Kampf de façon très provocante, mais quand même, qui cite Mein Kampf, ou pire, qui est quand même à l'initiation de la prise du Capitole, qui a quand même bouleversé les États-Unis, les institutions américaines. Ça, vous cautionnez, Monsieur Flaherty? Oui, mais il faut différer entre les politiques et les mots. La prise du Capitole, c'est des faits, c'est des mots. Oui. Mais aux États-Unis, la plus importante chose, à mon avis, c'est la liberté d'expression. Moi, je peux... Oui. Et c'est sous attaque maintenant aux États-Unis. Et le texte de liberté d'expression, c'est les âmes de les woke, les gens de woke. Et encore, je peux détester le mot de Trump, mais je défends à mot le droit de dire ça, parce que ça, c'est la plus importante chose. Et ça, à mon avis, séparer les États-Unis les autres pays du monde. Et pourquoi les Américains disent c'est exceptionnel. Pour moi, c'est ça. Oui, l'anti-wokisme, c'est la marque de fabrique de Trump. D'ailleurs, tout le monde l'a reprise. C'est une concession que tous les partis de droite ont repris en Occident, en tout cas. C'est ce qui porte ce candidat. C'est même quasiment leur point commun, essentiel à tous ces partis de droite, que ce soit en Europe ou que ce soit en Amérique latine. On va peut-être en parler des baby Trump aussi qui ont émergé en Amérique du Sud, centrale et en Amérique latine. C'est ce point-là. Mais il n'est pas suffisant parce que si ça avait été que ça, quelqu'un comme Ron DeSantis qui lui a fait toute sa campagne des primaires et même sa campagne en Floride sur l'anti-wokisme aurait été désigné. Il y a quelque chose en fait que tu n'as pas relevé, Philippe, qui est le patriotisme chez les femmes. Elles voteront pour Trump parce qu'elles disent elles-mêmes, les femmes républicaines, que sur certains aspects, elles sont dégoûtées par le personnage, mais elles considèrent qu'il est celui aujourd'hui qui porte une autre notion, qui est celle du patriotisme, et que Biden ne porte plus. Et puis, chez Biden, il y a de la déception amoureuse, on va dire. On a vu certaines analyses sortir, notamment hier soir, lors des Super Tuesday sur les chaînes américaines, qui expliquaient que malgré le fait que l'économie peut aller mieux, malgré le fait que la structure du pays va mieux, il y a une désillusion émotionnelle. Et là, Trump est plus fort que Biden à aller chercher la désillusion, à la transformer. Et donc, il a pris 2 éléments, je dirais, essentiels aujourd'hui, l'anti-wokisme, et le deuxième, c'est quelque chose qui appartenait déjà au parti républicain précédent, c'est la question, en fait, de l'Amérique fière d'elle-même. Je pense qu'on calcule mal ici, parce qu'on est souvent plus très fiers de nos pays, et c'est le cas particulièrement en France, à quel point c'est important aux États-Unis le 4 juillet, à quel point c'est important aux États-Unis la fierté
de la patrie, et la passion et l'amour pour son pays. Mais les Américains sont aussi extrêmement attachés à leurs institutions, Nicole Bacharon. Le fait qu'effectivement quelqu'un qui a pu être à l'origine d'un soulèvement comme celui du Capitole, j'y reviens parce que ça nous a tous choqués, mais ça a choqué les Américains, qui sont très attachés à la légalité, aux institutions, c'est la plus vieille démocratie du monde. Comment ça se peut que justement ça soit un blanc-seing soit donné à quelqu'un qui justement a transgressé ce tabou-là? Je pense qu'une partie de l'explication réside dans le fait, et vous avez souvent l'occasion d'en parler sur votre plateau, que les faits ne sont plus les faits, les informations ne sont plus les informations, que vous avez une partie importante des Américains, et pratiquement tout le socle électoral de Trump, ces fameux 30% qu'on qualifie de base, qui pensent que c'est le FBI qui a orchestré l'attaque du Capitole. Donc quand on est à ce point déconnecté des faits, déconnecté de la réalité, finalement, il n'y a plus de responsabilité. Et au sujet de la question, par exemple, de la liberté d'expression, ce fameux premier amendement qui, effectivement, protège très largement des discours, même que l'on peut considérer désagréables, racistes, odieux, c'est beaucoup plus largement protégé qu'en Europe. C'est une partie de la défense du camp Trump dans l'affaire du Capitole, disant le discours de Donald Trump qu'on a tous entendu face caméra pour dire si nous ne sommes pas forts, nous n'aurons plus de pays, nous allons marcher sur le Capitole, je viendrai avec vous et nous allons pousser ces élus républicains à être forts, et ça voulait dire à retourner le résultat de l'élection de 2020, à dire que c'était Trump qui avait gagné. La défense, c'est de dire ce n'était pas une incitation à l'émeute de la part de Donald Trump, c'était un discours politique passionné. Et ça, franchement, je pense que ça n'est pas du tout la réalité. C'était un appel à marcher sur le Capitole, prendre un Parlement, qui est une des actions les plus dramatiques qui puissent se produire dans une démocratie. Et pour rajouter à cela, je dirais que Donald Trump, parlant de toutes ces personnes qui ont suivi son impulsion pour effectivement marcher sur le Capitole, et pour ceux qui ont commis des violences, qui sont en prison par centaines, et certains pour pas mal d'années, il les traite de patriotes, d'otages, de prisonniers politiques, et il annonce que s'il est élu, il les graciera tous. Donc je pense que sa responsabilité dans l'émeute du Capitole devrait totalement le disqualifier, mais que malheureusement, ça a été d'une manière efficace rhabillé par certains comme une révolte marginale de vrais patriotes révoltés par le fait qu'on aurait volé l'élection qui aurait été remportée par Donald Trump. Monsieur Flaherty, vous croyez que c'est le FBI qui a organisé? Je ne sais pas. Mais vous êtes un peu gêné quand même. Oui, le directeur de FBI a dit il refusait de répondre à la question des représentants du Congrès. Combien d'agents de FBI étaient dans la place le 6 janvier? J'espère que non, mais pourquoi Ray ne répond pas? Oui. Vous avez le doute? Je voudrais juste dire, à propos du premier amendement, je pense que c'est très important dans toute cette histoire, parce que Trump doit beaucoup au premier amendement. Il doit sa carrière au premier amendement. Or, ce premier amendement est une folie constitutionnelle. Pourquoi? Parce que ça, dans un monde tel que le nôtre, il n'est pas tenable, ce premier amendement. Par exemple, en France, où il y a la liberté d'expression, on ne peut pas en douter, mais où certains propos relèvent du pénal, l'antisémitisme, la diffamation, etc. La justice se saisit elle-même. Le service public de la justice se saisit parfois. En Amérique, il faut que ce soit les personnes privées. Oui. Donc, c'est une privatisation de la justice. Le premier amendement, aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, il ne sert qu'à faire la fortune des avocats. Ça ne sert qu'à ça et à privatiser la justice. C'est un gros problème, ce premier amendement aux États-Unis. J'en ai parlé avec des juristes américains qui sont venus à Paris, et ils ont tous un petit doute. Eux qui étaient encore, il n'y a pas si longtemps, des fervents admirateurs de ce premier amendement, ne le sont plus aujourd'hui. Alors, est-ce que ce qui ne sert pas aussi Donald Trump, c'est le choix du mauvais candidat dans le camp adverse? Je vais vous faire réagir, Richard Verly. Mais on regarde cette séquence, c'est la dernière bourde en date de Joe Biden.
And we need to do more, and the United States will do more. In the coming days, we're going to join with our friends in Jordan and others in providing airdrops of additional food and supplies into Ukraine and seek to continue to open up other avenues into Ukraine, including the possibility of a marine corridor to deliver large amounts of humanitarian assistance. Faut-il être président quand on a ce type de bourde à répétition, Richard Verly? On sait tous que Gaza se trouve en Ukraine, non? Donc, il y a un petit combo, mais évidemment que c'est un problème. Les Pays-Bas dans les Balkans, mais voilà. Évidemment que c'est un problème. Ministre de l'Éducation nationale de chez nous. Mais d'abord, n'oublions pas une chose quand même, c'est que Joe Biden a battu Donald Trump il y a 4 ans. Donc, ce serait vraiment non seulement lui faire offense, mais faire offense à la réalité que de penser que Joe Biden sera de toute évidence un mauvais candidat et de toute évidence qu'il est battu. Et là, finalement, nous, les médias, il faut aussi qu'on se regarde. On est la plus formidable plateforme pour Donald Trump parce qu'il est le meilleur acteur, il est le meilleur personnage, il a la meilleure histoire. Absolument. Et donc, il y a une prime à Donald Trump, il n'y a pas de prime à Joe Biden. Ce qui n'a quand même pas empêché le camp Biden de minimiser l'écart lors des élections midterm, alors que tous les médias donnaient les candidats trumpistes archi-gagnants. Et ça n'a pas été le cas à la fin. Donc Joe Biden confond Gaza et l'Ukraine, mais il n'est peut-être pas un si mauvais candidat que ça, on le verra. Par contre, évidemment, les deux histoires sont aux antipodes. Vous avez l'histoire d'un revenant, c'est le retour victorieux, c'est Donald Trump qui va tenter quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire des États-Unis. Et vous avez Biden qui est le vétéran à tous égards, le vétéran par son âge, le vétéran par son positionnement politique. C'est quelqu'un qui... Ses connaissances. Par ses connaissances, c'est quelqu'un qui reste attaché à l'Europe, très attaché à l'Europe, alors que toute une partie des citoyens américains n'ont plus le regard dirigé vers l'Europe. Donc oui, il y a deux histoires complètement différentes, mais regardez aujourd'hui, cette émission, on ne l'a fait pas sur Biden, on l'a fait sur Trump. Eh bien, c'est ça qui fait que Trump monte inexorablement dans les sondages. J'ai offert une confidence il y a quelques années pour son élection. Justement, j'étais dans une grande rédaction et quelqu'un d'assez haut placé a dit « pourvu que ce soit Trump qui gagne, parce qu'on rigolera beaucoup. » On fera des ventes. Ça ne se dit pas, mais c'est vrai dans les médias. Nicole Bacharan, sur le plan du bilan, parce qu'il y a effectivement le verbe de Donald Trump, mais il y a aussi ce bilan de Joe Biden. Ce qui est tout à fait relevant dans le sondage du New York Times, c'est qu'une partie, relevait ce sondage, une partie des hispaniques, des afro-américains et même des femmes ne seraient plus en adhésion avec Joe Biden, pourraient même basculer chez Donald Trump. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que vraiment, si vous voulez, l'aspect très positif de son bilan économique, en tout cas pour les Américains, ils sont nombreux qui regardent d'abord cet aspect des choses, eh bien ils ne le ressentent pas dans leur vie quotidienne. C'est vrai que par exemple, quand on dit, et c'est très juste, l'inflation ralentit, mais ça veut dire que les prix quand même continuent à augmenter. Et je crois que si vous voulez, les voyants tous au vert des critères économiques, que ce soit le chômage, l'inflation, l'augmentation des salaires qui arrivent, un peu la baisse du prix de l'essence, la croissance, tout cela va dans une bonne direction. Mais avant que les gens le ressentent dans leur vie quotidienne, il y a une grande marge. Vous parliez à l'instant de l'âge du capitaine. Je pense que ça nuit énormément à la campagne de Joe Biden et à sa capacité justement à faire reconnaître les aspects positifs de son bilan. Parce qu'il ne dégage pas l'énergie, la vitalité, l'enthousiasme qui puissent embarquer, comme on dit, les électeurs dans la campagne. Et en ce qui concerne les minorités, le jeu à l'heure actuelle est très trouble. C'est vrai que ce sont les groupes qui votent le moins. Donc le problème souvent des candidats démocrates, parce qu'ils votent plutôt démocrates, c'est l'abstention, bien davantage que le désaveu. Mais c'est vrai que, par exemple, chez les hispaniques, certains sont sensibles à l'aspect très conservateur sur le plan des mœurs du camp républicain. Je ne parlerai pas de Trump lui-même, ce serait un peu exagéré. Mais notamment, le fait d'avoir nommé beaucoup de juges anti-avortement, ça peut séduire des familles hispaniques qui sont attachées aux valeurs traditionnelles. Il y a aussi, et on en parlera je crois plus tard ensemble dans l'émission,
l'affaire de la guerre entre Israël et le Hamas. Il y a une Pardon, sorte Nicole Bacharan, la question de l'immigration aussi, auquel ces communautés-là sont très sensibles, et de la sécurité. Dans certaines villes, effectivement, on voit des communautés afro-américaines qui disent « nous, on est aux premières lignes, il n'y a pas assez de policiers, et donc on va basculer dans le camp démocrate, dans le camp républicain. » L'immigration est un problème gigantesque et le système est totalement débordé. Vous avez à peu près 2,5 millions de personnes qui sont arrivées de manière illégale l'année dernière, 2 millions l'année d'avant, et avant c'était nettement moins. Les restrictions qui existaient au moment du Covid à la frontière mexicaine ont été levées par la volonté des tribunaux, parce que c'était des mesures d'exception. Et maintenant, la situation en Amérique latine fait que de toute façon, les gens sont prêts à tout pour passer. Et Joe Biden, qui n'a pas brillé sur ce sujet, il faut le reconnaître, demande des crédits, du personnel, des réformes. Mais tout cela est bloqué à la Chambre des représentants par la volonté de Donald Trump, alors que celui-ci n'est pas élu, parce qu'il ne veut surtout pas, d'abord d'un gain du président démocrate sur le plan législatif, qu'il obtienne une loi, et surtout pas que la situation s'améliore à la frontière. Donald Trump a besoin de montrer des images de chaos. Donc l'immigration est un vrai problème. L'administration Biden n'a pas su la juguler, mais Joe Biden joue là-dessus pour pousser au pire et être élu comme un sauveur. Alors, l'âge du capitaine, il y a peut-être une bonne héroïne qui va venir au secours de Joe Biden. On regarde Taylor Swift, l'ange gardien peut-être de Joe Biden. Taylor Swift, c'est l'artiste la plus écoutée de tous les temps. Sa tournée mondiale actuelle devrait rapporter plus de 2 milliards de dollars, un record. Personnalité de l'année selon le Time, ultra populaire, son influence dépasse largement le monde musical. Un électeur américain sur 5 se dit prêt à voter comme elle à la prochaine élection présidentielle. Un cauchemar pour les républicains qui n'ont jamais obtenu son soutien. Vous avez peur de Taylor Swift? Non. Monsieur Flaherty. Non. Et à cause la plupart des gens ne votaient pas aux États-Unis. Ça, c'est une réalité. Mais l'effet de Swift était déjà fait pendant l'élection de midterm. Et c'est pas très grand. Ouais, on disait qu'elle avait conduit quand même justement un électeur sur 5 à voter tout court. Oui, Donc, oui. Mais justement, un pays où on invoque une star comme Taylor Swift pour venir au secours d'un président, ça veut dire quoi, ça, Alexandre Chevalier? Ça veut dire que c'est un pays qui ne fait pas, en gros, la distinction entre le politique et le showbiz. Et d'ailleurs, ça a toujours été comme ça. Donald Trump lui-même vient de là. Je rappelle qu'il avait quand même cette émission de télévision, de télé-réalité, dans laquelle il disait aux gens « vous êtes virés, you're fired ». Comme ça, à la fin de chaque épisode. Et puis, ça faisait des audiences monstrueuses. Ça s'appelait The Apprentice, je crois. C'est pas le premier. On a eu Ronald Reagan, qui a été président, mais qui avait un entourage, et notamment grâce à un certain Bush, qui lui a permis en fait aussi de régner aussi longtemps. Et puis, on en a plein. Taylor Swift, c'est juste la énième de... On a parlé de George Clooney, on a parlé de Kanye West. Il y a Kanye West qui, lui, était plutôt du côté républicain. À un moment donné, on a parlé de George Clooney qui, après avoir mis des capsules de café, devait devenir président. La question, c'est est-ce que ces gens-là sont utiles à la cause, notamment pour la vice-présidence? Parce que là, ça peut amener des voix. Parce qu'on se souvient que dans la victoire de Biden sur Trump, il y a quand même si elle a totalement disparu des écrans européens, Kamala Harris en 2020. Kamala Harris, elle a des origines asiatiques qui font qu'elle est portée sur l'Asie et pas sur l'Europe. C'est pour ça qu'on la voit peu en réalité. Mais Kamala Harris, c'était la clé pour battre Trump lors de l'élection. Donc évidemment, si Joe Biden, qui a 82 ans, amène Taylor Swift sur le ticket, c'est sûr qu'on ne sera plus du tout dans la même campagne. Et là, Donald Trump, il aura un problème à savoir qui il trouve, lui, pour son ticket de vice-présidence. Mais c'est le show. C'est-à-dire les États-Unis ont cet aspect de show qui choque énormément en France. On se souvient que la seule tentative qu'on a connue
en France, c'était Coluche dans les années 80 et ça avait effrayé tout le monde. L'idée qu'un Moins comique... sexy que Taylor Swift. ouais, mais extrêmement populaire et ça avait effrayé beaucoup de gens Drôle. que quelqu'un puisse arriver au pouvoir. Je crois qu'il était à 12, 13, même 14% dans des sondages à l'époque en France. Nicole Bacharan, puis après Nicole Bacharan, très sérieusement, Joe Biden pourrait-il envisager de mettre Taylor Swift comme vice-présidente? Non, il n'y a aucune chance, il y a aucune chance. Mais c'est vrai que Taylor Swift est un phénomène d'une ampleur absolument inimaginable et que si elle se prononce, voilà, comme un personnage politique sur sa préférence, on sait d'avance que ce sera Joe Biden, ne serait-ce que sur le droit des femmes et sur le droit à l'avortement. Et oui, elle peut amener des jeunes femmes à voter et peut-être même à voter Joe Biden. Son influence ne doit pas être négligée, mais elle n'a aucun intérêt à entrer en politique et à encore moins être vice-présidente. Elle est culottée parce que elle a tout à perdre dans l'affaire, puisque comme toutes ces chanteuses populaires, c'est par définition tout le peuple. Vous savez, Jean Ferrat était communiste, mais même les gens de droite l'aimaient. Bon, et parce que c'est des chanteurs populaires. Et là, c'est pas pareil que quand Hillary Clinton a fait monter sur scène l'avant-veille ou la veille du scrutin des tas de gens du showbiz. Là, on s'est dit, c'est mauvais pour elle, parce que l'Américain moyen, il ne fait pas partie de cette fête-là, il va voter Trump. Et c'est ce qu'ils ont fait. Là, c'est pas pareil, parce qu'elle a une histoire, elle a un discours, elle est assez intelligente, elle est très belle, elle a un succès mondial absolument dingue. Et je pense que si elle se prononce, ça peut avoir de l'importance. Après tout, les artistes ont le droit, de temps en temps, de dire autre chose que des conneries en politique. Et ça peut leur arriver. C'est pas très souvent, mais ça leur arrive. Richard Verdier. Alors, Taylor Swift pour Joe Biden, je crois que ça ne fait aucun doute. C'est évident qu'elle va faire campagne pour lui, d'une manière ou d'une autre. Mais Joe Biden a quand même une énorme difficulté. Et je reviens à ce qu'on disait, c'est son âge. C'est-à-dire qu'entre Joe Biden et Taylor Swift, très franchement, on se demande même pourquoi... détournement de mineur. Ouais, on se demande pourquoi elle aime tant Joe Biden. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un réel problème de casting entre cet artiste et le président actuel qui... Alors, encore une fois, on va voir ce que ça donne pendant la campagne. Peut-être que la campagne peut galvaniser Joe Biden. Il ne faut pas négliger ça. Une campagne électorale, c'est de l'adrénaline en permanence, surtout aux États-Unis. Le problème, c'est que c'est très fatigant, vu les distances du pays. Et que dans le cas de Joe Biden, on peut s'interroger. Mais moi, je crois qu'une des difficultés qu'on a là pour Taylor Swift, c'est que idéalement, il faudrait que elle et Kamala Harris forment une sorte de team. Ça, ce serait la meilleure formule pour Joe Biden. C'est-à-dire qu'il y ait une vice-présidente politique et qu'il y ait une vice-présidente artistique, populaire, médiatique. Mais je ne sais pas si ces deux femmes se connaissent, je ne sais pas si elles veulent faire équipe, mais finalement, c'est créer un deuxième poste de vice-présidente. C'est la vice-présidente de campagne électorale. Alors, il y a un élément peut-être qu'il faut préciser, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, Joe Biden, c'est le président sortant, mais c'est aussi quelqu'un qui a énormément de lobby, qui ramène aussi beaucoup d'argent. Ça, c'est une composante qui est tout à fait essentielle dans une campagne américaine. C'est l'aspect vétéran dont je parlais. Qui l'emporte aussi. Oui, on a beaucoup dit. Alors là-dessus, moi, j'ai pas d'informations. Peut-être que vous en avez. On a beaucoup dit qu'un des problèmes de Trump, c'était l'argent. C'est-à-dire que Trump va manquer d'argent à un moment donné et qu'il fait tout pour justement en avoir davantage. On va voir ce qu'il fait tout pour. Après, je vous laisse la parole. On va le regarder parce que c'est très savoureux. Ça, on ne verrait pas chez nous. Hein. Donald Trump qui vend des chaussures dorées. Ah oui. You know, I've wanted to do this for a long time. I have some incredible people that work with me on things, and they came up with this, and this is something I've been talking about for 12 years, 13 years, and I think it's going to be a big success. That's the real deal. That's the real deal. Ça, on n'imaginerait pas ça encore, ni en France, ni en Suisse. Non. Et on sont épuisés. Oui. Vous savez combien de chaussures ont été vendues? Pas moi, non. Vous en portez? Vous en avez? Non, vous sortez juste dans votre salle de bain avec... Dédicacé justement... $5 000. Oui. Bien sûr, tu ne verras pas Macron faire ça. Hein. Non. Ah, ça, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein. Non, mais c'est vraiment vendre les cravates sur les marchés. Hein. Ouais. Mais on sent le personnage, on sent quand même la manière... Il est bon, là.
Ouais, Il est très bon, là. Non, mais il est très très bon. Mais on sent l'acteur studio et on sent finalement que face à Joe Biden, vous avez, et je crois que Richard Verly le disait tout à l'heure, vous avez un acteur, c'est très scénarisé, même quand il prend sa petite voix. Parce que vous savez, Donald Trump, avec son air, voilà, il a une manière de parler et puis il a une manière de réciter qui est différente. Et donc, à ce moment-là, vous savez que vous avez l'acteur. Et pourquoi il plaît autant aussi chez nous? Parce que c'est du spectacle gratuit. Parce que c'est un spectacle comique, que c'est sympa. Comme dans tout ce qui est gratuit, qui paye? Et c'est gratuit. Ouais. Même le spectateur européen, lui, il profite juste du show. Ouais. Et c'est ça, en fait, sa force. Et Joe Biden, il n'y a pas ça aujourd'hui à côté. Il y a juste quelqu'un dont on dit papy gâteau, dont même les instances européennes, je lisais un article du Blick qui disait ça, les instances européennes, en fait, se moquent gentiment. Mais on a aussi une marge de tolérance dans les médias sur l'attitude ou sur le comportement, même entre guillemets médical de Biden, qu'on n'aurait jamais eu si c'était Trump qui avait les mêmes oublis, qui faisait les mêmes gaffes. On réclamerait des avis médicaux, il y aurait déjà une procédure d'impeachment qui serait en place. Et ça, pour Biden, il y a quand même une grande tolérance du mainstream et du monde occidental là-dessus. De l'État profond. Enfin, pour Biden, ce ne sont que des gaffes, ce ne sont que des gaffes verbales. Il n'a pas fait de gaffes diplomatiques ou politiques majeures. Il n'a pas été demandé il n'a pas fait de parachutage d'aide sur l'Ukraine. Voilà. Il a juste confondu Gaza et l'Ukraine, ce qui est grave, mais quand même, ne mêlons pas politique et réalité. Quand il se perd dans des jardins, quand physiquement on voit que ça ne va plus, je suis convaincu que les médias du monde entier auraient déjà réclamé des certificats médicaux si c'était quelqu'un d'autre, hors Biden, ou un républicain, en l'occurrence Trump, qui avait eu cette attitude-là. On lui serait tombé dessus bien plus fortement. Oui, mais l'Amérique n'a rarement été aussi bien administrée. Oui, par le c'est ça la réalité. On peut louper une marche et c'est pas lui qui pilote. C'est vrai que par exemple en France, il y a un souvenir, puisque l'article auquel vous faites référence, il trouve que c'est un article que j'ai écrit. En France, il y a quand même un souvenir traumatisant. C'est les 2 dernières années du 2e septennat de François Mitterrand. Ça n'avait rien à voir avec Joe Biden. François Mitterrand était malade, atteint d'un cancer très diminué. Ça a quand même été des années très difficiles pour l'exercice du pouvoir. Avec toute une omerta. Absolument, ça c'est vrai. Oui, sauf qu'en France, effectivement, le président est tout-puissant. Et aux États-Unis, il y a quand même une répartition des rôles qui est tout à fait différente. Mais est-ce que le problème d'argent de Donald Trump, aujourd'hui, il vient d'écoper d'une amende de presque un demi-million avec les intérêts, et justement, on dit qu'il n'arriverait pas à payer. Est-ce que ça pourrait être un obstacle, justement, dans sa course à la présidence ? Peut-être qu'il va faire une GoFundMe page. Je ne sais pas. Je crois que non, en fait. Entre les personnes qui lui soutiennent... Le donateur. Oui, le donateur, exactement. Et aussi, il a, la compagnie de Trump, beaucoup de bâtiments et des terres. La vente de sa Trump Tower. Oui, mais... Je crois qu'il y a des... Le problème, c'est pour les filles, les honoraires des avocats pour Trump. Ça, c'est la plus importante chose pour lui. Vous travaillerez gratuit pour Donald Trump Non. Mais je crois qu'il peut payer les honoraires et combattre, faire un appel contre le jugement à New York et les autres après, je crois. Mais c'est difficile, c'est ça, c'est vrai pour lui. Ouais. Nicole Bacharan, je voyais réagir. Oui, alors sur la question d'argent, je dirais que Donald Trump aujourd'hui a des problèmes de liquidité. Curieusement, et ça je pense que ni en Suisse ni en France ça ne serait possible, il peut puiser dans les fonds de campagne pour ses frais de justice. Donc notamment ses frais d'avocat, huissier, etc. C'est à peu près 5 millions par mois. Il les prend dans ses fonds de campagne. Par contre, les fonds de campagne ne peuvent pas payer les amendes. Et les amendes, vous avez cité ce chiffre, environ 450 millions de dollars. Il n'a pas l'argent liquide pour le payer. Et ça n'est pas parce qu'il devra payer des dommages immédiatement, tout ça est en appel et ça prendra des années, mais il doit mettre cet argent de côté au titre d'une caution. Et en attendant, c'est comme s'il empruntait de l'argent à l'État américain et il doit des intérêts qui montent tous les jours. Donc là, il est un peu serré, disons, sur le plan financier. Mais, outre la vente des chaussures, très, très, très prometteuse, il y a surtout la fusion de son groupe de médias sociaux et particulièrement Truth Social avec un beaucoup plus grand groupe qui pourrait faire monter les parts de Donald Trump à quelque 1 milliard de dollars.
Donc même s'il est dans une mauvaise passe financière, qui écorne un peu son statut préféré d'homme d'affaires richissime, je pense que financièrement, il n'a pas trop de soucis à se faire. Alors, une des grandes questions que vous avez soulevées, Nicole Bacharan, c'est justement la situation géopolitique, et notamment la situation géopolitique en Ukraine. Donald Trump l'a rabâché à longueur de temps. Lui, au pouvoir, la guerre en Ukraine s'arrêterait en 24 heures. C'était des grands arguments, d'ailleurs, des républicains aujourd'hui, c'est de dire Donald Trump, c'est l'homme de paix. Est-ce qu'effectivement, s'il est élu en novembre, on aura la paix en Europe et dans le monde? J'espère que oui. Mais c'est difficile parce que je crois que si Trump était président pendant le février de 22, peut-être il n'y a pas une guerre. Mais maintenant, c'est beaucoup de temps depuis le début. Et... Donc vous doutez qu'il puisse l'arrêter en 24 heures? Oui, oui. Mais en 2 mois? Enfin, qu'il puisse l'arrêter tout court? Ouais, Il va l'arrêter, c'est-à-dire est-ce qu'il va arrêter de soutenir l'Ukraine? C'est la question posée différemment. Ouais, je crois qu'il va passer pour une solution, un accord entre le Russes et l'Ukraine. Apparemment, c'était là avant, juste après février de 2022. Mais c'était Boris Johnson qui a abîmé l'accord à cause de Biden. C'est la grande terreur en Europe. Hein. Alors, c'est la grande terreur, mais moi, paradoxalement, je ne crois pas du tout que Trump va immédiatement lâcher l'Ukraine. Pour une raison simple, c'est que la guerre en Europe, ça fait marcher l'industrie de défense américaine. Ça fait gagner beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Et n'oubliez jamais que Donald Trump est obsédé par l'argent. Il l'a toujours été. Ouais. Et donc, ce que je vois plutôt, c'est qu'il va sans doute modifier sa position vis-à-vis de l'Ukraine. Il va peut-être pousser pour que s'ouvrent des négociations. Mais je ne pense pas qu'il va inciter les Ukrainiens à capituler. Son intérêt objectif, c'est que cette guerre, ou en tout cas que ces tensions, peut-être tensions plutôt que guerre, que ces tensions se poursuivent, parce que quand il y a des tensions, prenez l'exemple de la Corée, des 2 Corées qui sont divisées depuis maintenant 50 ans, eh bien c'est bon pour l'Amérique, ça permet à l'Amérique de déployer ses forces, ça permet à l'Amérique de vendre des armes, et ça permet à l'Amérique de rester ce qu'elle veut être, la première puissance mondiale. C'est vrai, ça. L'armement américain se porte très bien, l'économie se porte très bien. Trump, justement, aurait tort d'arrêter ça. Oui, mais ce n'est pas comme la guerre froide. C'est entre les combattants, c'est russes et américains. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Je crois qu'il veut éviter ça. Ouais, c'est facile de faire la paix. Si on dit, par exemple, aux Allemands, en 1914, vous allez garder l'Alsace et la Lorraine et prenez la Pologne, ils ne font pas la guerre, hein, vraiment. Et si on donne satisfaction à l'agresseur, on arrête la guerre. Ça n'est pas une façon d'arrêter les guerres, mais c'est la façon de Trump d'arrêter la guerre. C'est de donner satisfaction à l'agresseur. Il y a la question de la reconstruction, parce que dans ce que vous dites, Richard, c'est très intéressant, parce que l'argent, c'est moteur, mais il y a aussi tout ce qui a été donné pour la reconstruction. On peut imaginer que Trump veuille maintenant faire que notamment tous ceux qui ont reçu les fonds BlackRock et compagnie veuillent maintenant utiliser ces fonds pour avoir un peu les dividendes aussi, puisque c'est finalement des prêts, hein, ce qu'on fait. Hein. Il y aura un retour sur investissement, hein, il faut dire les choses clairement. Et donc, c'est possible aussi qu'il y ait cette volonté-là. Et puis après, en termes d'image, de continuer à dire « je suis le président qui n'a jamais déclenché aucune guerre » pendant son premier mandat, et donc je suis le président qui restaure la paix face à Biden, le guerrier, puisqu'il l'a rappelé suffisamment, hein, Trump, Biden, sous Obama, quand il était vice-président d'Obama, il y avait déjà évidemment des conflits, et lui a arrêté ça comme une espèce de pause miraculeuse pendant 4 ans. Et ça, Obama s'est pas mouillé au Moyen-Orient. Hein. Non, mais dans son image, c'est celle en fait qu'il veut dégager. On est uniquement toujours sur la question de l'image ici. Ouais. C'est très juste, et ce que dit Philippe est juste. Il faut faire la différence entre la paix et le respect du droit international. Ça. Mais moi, je pense qu'une situation de tension en Europe, elle convient assez bien aux États-Unis, parce qu'elle permet aussi aux États-Unis de continuer à dominer l'Europe occidentale. Et puis, il y a quand même dans l'histoire un modèle, et c'est des élus allemands du Bundestag qui étaient en visite à Paris cette semaine qui me l'ont rappelé.
N'oublions pas qu'il y a eu pendant longtemps une Allemagne de l'Ouest et une Allemagne de l'Est. Ça a existé. Et donc, on a défendu l'Allemagne de l'Ouest et on a laissé l'Allemagne de l'Est dans l'orbite soviétique. Eh bien, aujourd'hui, et ça, ce sont des élus allemands du Bundestag actuel qui me l'ont dit, vous savez, nous, à une époque, il a fallu choisir entre la liberté et l'unité en Allemagne. Le choix était de la liberté pour une partie de l'Allemagne. Ça ne m'étonnerait pas que Trump vienne avec une idée comme ça. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que les Européens seraient déjà en train de dessiner pour l'Ukraine. Je pense que c'est ce que les Européens ne veulent pas aujourd'hui, mais c'est ce que les Américains pourraient commencer à évoquer. Une partie des Européens le veulent, la droite nationale populiste s'en accommoderait bien, mais globalement les gouvernements européens aujourd'hui ne veulent pas d'une Ukraine divisée. Les États-Unis, je n'en suis pas si sûr. Nicole Bacharan, en tout cas, la guerre en Israël, parce que Trump a beau se taire sur ce conflit aujourd'hui, il n'est en tout cas pas pro-palestinien, ça c'est sûr. La guerre en Israël, il n'est pas prêt d'y mettre un terme, ça. Donald Trump était totalement aligné sur Benjamin Netanyahou. C'est pour ça que quand les défenseurs de la cause palestinienne veulent faire échouer Biden, je me demande de quel monde il rêve. S'il rêve d'un monde, effectivement, où non seulement Israël sera totalement lâché par les États-Unis et où il y aura deux États tranquilles, ils ne pourront pas être satisfaits. Autant Biden, Blinken et toutes leurs équipes travaillent tous les jours avec tous les négociateurs qui sont présents, notamment au Qatar, et avec l'équipe israélienne, pour essayer de retenir un peu les Israéliens dans la démarche militaire, pour reconnaître que les colonies en Cisjordanie sont illégales, pour demander un cessez-le-feu, mais qui soit assorti de la libération des otages, et que finalement la négociation immédiate des derniers jours capote, parce que le Hamas ne veut pas donner la liste des otages, je ne parle même pas des otages, juste la liste des otages, et que la direction politique du Hamas a tenu à nous faire savoir ces derniers jours qu'elle ne voulait pas de deux États, en aucun cas. Elle veut toute la Palestine. Je pense qu'il vaudrait mieux, si on veut donner une voix aux Palestiniens, soutenir Joe Biden, mais en sachant qu'il n'y a pas de paix possible avec le Hamas. Vous commencez à l'évoquer, Alexandre Chevalier, c'est cette alliance des droites. Il y a une alliance historique, entre guillemets, entre Donald Trump, justement, et le Likoud de Netanyahou. Aujourd'hui, il y a beaucoup ce qu'on a appelé des baby-Trump qui s'inspirent de Trump. On en regarde juste un petit exemple pour le plaisir, je ne sais pas, mais on regarde l'exemple. Chaque minute de mon mandat, mes amis, j'ai pensé à vous. J'ai puisé, mes amis, j'ai puisé en vous à chacune, à chaque rencontre et à chaque instant, l'énergie et la force pour vous défendre. On n'en est pas encore à vendre des chaussures, mais on sent l'émotion quand même. L'hyper-personnalisation, ça c'était Jordan Bardella, donc au meeting du Rassemblement national pour les Européennes ce dimanche. Justement, qu'est-ce que ces droites qui montent partout, On parle de l'élection de Donald Trump, mais il y a les élections européennes avec une montée des droites qui, pour beaucoup, alors l'admettent pas forcément volontiers, mais on le sait, on l'entend, se reconnaissent aussi dans le programme de Donald Trump. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, Alexandre Chevalier, vous qui êtes d'une de ces droites? Elles ont en commun le chef charismatique. Le chef charismatique, en Suisse, on le connaît, on l'a connu d'ailleurs il y a 30 ans avec Christophe Blocher, qui a remonté en fait l'UDC et qui en a fait le premier parti du pays. Et je dirais que même avant Trump, il y avait déjà évidemment dans la droite les chefs charismatiques. Trump, il a simplement mondialisé le phénomène. Il a fait en sorte aussi qu'une nouvelle génération de dirigeants plus jeunes s'inspirent de ça pour revenir. Et il y a une tradition aussi dans la droite française du culte du chef, aussi par la structure de la France, mais ça s'est aussi multiplié dans d'autres pays où il n'y avait pas ces traditions-là. Un des meilleurs exemples pour moi, qui connaît bien l'Amérique latine et l'Amérique du Sud, c'est ce qui se passe au El Salvador avec Bukele, qui vient d'être réélu pour un deuxième mandat, en changeant la constitution, parce qu'il n'avait pas le droit au départ au passage. Il a maintenant une quarantaine d'années, il était élu, il avait la trentaine. Le style, l'habillement, la manière de parler, les mots, le fait d'être empathique en permanence avec ses électeurs et donc son public. Et là, dans l'extrait que vous venez de passer de Jordan Bardella, c'est exactement ça. Tout ça est extrêmement travaillé. Et donc, c'est mettre le culte du chef en avant. Et c'est ça qui les unit.
Et donc, idéologiquement, ce qui les unit, j'ai dit tout à l'heure, c'est l'anti-wokisme, parce qu'après, elles sont très différentes sur d'autres plans, économiques notamment. Mais il y a le culte du chef. Et pareil avec Milei, qui vient d'être élu récemment président de l'Argentine. Qui se tombait dans les bras avec Donald Trump. Il nous reste quelques minutes pour conclure. La grande question, évidemment, si Donald Trump est élu, qu'est-ce qu'on risque? Et s'il n'est pas élu, est-ce que l'Amérique risque encore plus, Nicole Bacharan? Mais écoutez, s'il n'est pas élu, je pense qu'il ne l'acceptera pas. Être un loser, c'est pour lui la pire injure possible. D'ailleurs, on voit que la campagne de Biden décide maintenant d'aller vers la bagarre frontale parce que Biden a commencé à le traiter de loser, l'objectif étant de faire sortir Trump de ses gonds et qu'il démontre un peu que peut-être il n'est pas responsable ou raisonnable. Mais s'il est élu, je pense que l'Europe a beaucoup de soucis à se faire parce que pour que l'OTAN soit inefficace, il n'a même pas besoin d'en sortir d'une manière légale, formelle. Il suffit de couper les crédits, il suffit de dispenser le doute, et il l'a déjà fait sur la solidarité des Américains en cas d'attaque de la Russie. Il suffit même, il l'a fait, d'encourager la Russie à éventuellement attaquer des alliés qui ne paieraient pas assez pour leur défense. Donc je pense que l'ordre mondial, qui est déjà quand même bien cabossé, aurait du souci à se faire. Est-ce qu'il y aurait un risque de guerre civile si Donald Trump perd cette élection? Je crois que non, j'espère que non. Ça dépend, je crois, peut-être comment l'élection est faite. Si il y a des trichons trichés comme avant par les démocrates, mais de violence, non. Je crois. Donc vous dites s'il y a des tricheries comme il y a eu, comme les républicains reprochent qu'il y a eu pendant la dernière élection, là il pourrait y avoir un risque de guerre civile. Ouais, pas une guerre civile. Encore, j'ai peur si Trump est élu, et peut-être, probablement, il va être plus de violence si Trump est le président, je crois. Des violences de qui? Si Trump est élu. Des violences de la part de qui? De Antifa, Black Lives Matter. Yeah. Ouais. Donc dans un cas comme dans un autre, l'Amérique ne va pas aller dans le bon chemin. Richard Verly. Bon, les Européens, comme vient de le dire Nicole Bacharan, ont beaucoup à perdre, mais quand même, il y a des cordes de rappel. La première corde de rappel, j'y reviens, c'est que Trump, parce qu'il se considère comme un winner et parce qu'il veut être, au fond, le plus puissant président du monde. Or, pour être le plus puissant président du monde face à la Chine, il a besoin des Européens. L'Amérique ne peut pas être toute seule face à la Chine. Donc, à un moment donné, le business, le sens du business, le sens transactionnel de Trump va, à mon avis, quand même l'amener à renégocier quelque chose avec les Européens, surtout si du côté européen, les formations politiques qui lui sont favorables sont plus puissantes. Et ça ne vous aura pas échappé que dans quelques jours, il y a un certain Viktor Orban qui rend visite à Donald Trump dans sa résidence de Floride à Mar-a-Lago. Ouais, ça dépend de ce qu'on appelle plus puissante en Europe. Hein. Ben, elle le sera sans doute à l'issue des élections européennes, c'est évident. Et d'ici là, il y a quelques élections importantes dans un certain nombre de pays. Et peut-être que l'élément national populiste pro-Trump en Europe deviendra un levier encore plus important pour un président Donald Trump s'il est élu. Donc une grande alliance des droites transatlantiques. C'est ce dont il rêve. Voir qu'il va jusqu'à la Russie. Donc il sera le patron. Bon, bah c'est sur ces mots qu'on va conclure cette émission, sur ce beau programme. À voir ce que vous en ferez de cette analyse. On vous remercie beaucoup, Nicole Bacharan. On rappelle votre livre, La plus résistante d'entre toutes. Merci Richard Verly, merci Philippe Val, merci Alexandre Chevalier. Je n'ai pas cité Blick, mais je le recite. Blick, journal de référence qui monte. On ne sait pas où il va aller, c'est comme Trump. De droite, alors. Non, c'est vrai, je le dis sans ironie, il monte vraiment. Alexandre Chevalier et Monsieur Flaherty. Et voilà, et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée et très bonne semaine à toutes et tous.